Bonjour, seconde vidéo sur les problèmes que rencontrent les architectes. Et là, c'est un gros morceau. On va parler de la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre qui est un exercice complexe, vaste, qui demande de multiples compétences et qui doit être mené avec professionnalisme autant que possible. Je ne parle pas ici de techniques de construction, ça fera l'objet d'autres vidéos. Je parle de la façon de le mener, cette espèce de ménage à trois qui est entre un client, un architecte et un artisan ou des artisans. Comment tout ça s'organise et comment nous pouvons être le chef d'orchestre de l'opération. Premier problème, le client, même si juridiquement, encore une fois, il a un rôle de maître d'ouvrage, du moins un statut de maître d'ouvrage, le client néophyte, et mes vidéos sont pour la clientèle des néophytes. Donc, le client néophyte ne doit pas exercer un rôle de maître d'ouvrage décideur à la place de l'architecte. Le client paye un architecte pour que ce soit lui, l'architecte, qui mène l'opération et donc qui éclaire la route et qui dise par où il faut passer. C'est indispensable si on veut que ça se passe bien. Un client ne sait pas mener une opération de construction avant et après chantier. Il en est incapable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est adressé à un architecte. Donc, il faut être logique. Nous devons, nous, pouvoir faire notre métier et pour ça, prendre l'ascendant sur le client. Cet ascendant, il se prend tout de suite, dès les premières minutes où on rencontre un client potentiel, bien avant le contrat. On a vu dans la première vidéo comment il ne fallait pas donner au client ce rôle de décideur, il fallait le garder. On l'a naturellement dès le départ. Pour le client, c'est l'architecte qui va décider. Si on renonce, si on lui dit non, non, moi je décide rien, c'est vous qui décidez, c'est vous le patron, évidemment, il va être déstabilisé et il va décider de façon capricieuse, pas dans le mauvais sens du terme, mais suivant ses envies, suivant ses pulsions, ce qui est évidemment, on le comprend, catastrophique. Ce rôle de décideur, ça se traduit, pour prendre des décisions importantes, ça se traduit aussi dans les petits détails de la relation. Ça se traduit dans le vocabulaire. Ne pas employer le conditionnel, ne pas employer les euphémismes qui réduisent. Par exemple, ne pas dire on pourrait peut-être un petit peu faire ça. Non, on va faire ça. Voilà ce qu'on va faire. Bien entendu, on peut demander son avis au client, mais c'est un avis à titre de consultation. Enfin bref, c'est un état d'esprit. On est le patron de l'opération. Et le patron n'a pas perpétuellement besoin, par exemple, de se justifier devant ses employés. Il les écoute, il les entend et il décide. Prenons cette attitude dans l'intérêt même du client, bien évidemment. Je prends très souvent l'exemple du médecin, notamment du chirurgien. Nous devons avoir cette même attitude, très à l'écoute, très attentif au client, mais nous sommes au final le décideur. Très important. Le client néophyte adore ça. Il va peut-être pas forcément vous le dire, mais il veut pouvoir s'en remettre, il veut pouvoir se reposer sur un vrai professionnel qui prend les décisions et qui va le mener à bon port. On ne fait pas un périple dans une jungle inconnue avec un guide qui se retourne tout le temps pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez? Je suis passé à gauche, on aurait peut-être pu passer à droite, et ça, qu'en pensez-vous? Et est-ce qu'on va camper ici? Non, c'est très déstabilisant pour le client. Si nous n'avons pas ce rôle de patron d'opération, ça inquiète le client, ça le stresse, à mon avis, à juste raison, et ça va mal se passer dans les relations humaines entre le client et l'architecte. Ce n'est pas un hasard si des clients s'adressent à des contractants généraux pour faire des opérations dites clés en main, dans lesquelles ils abandonnent, ils n'ont plus aucun rôle de maître d'ouvrage. Ils n'en veulent pas de ce rôle de maître d'ouvrage. Ils ne veulent même pas qu'on les accompagne. Ils veulent marcher derrière. Allez-y, l'architecte, marchez devant, montrez-moi ce qu'il faut faire, je vous suis. C'est ça la bonne attitude et c'est une attitude qui doit être une constante. Il faut que ça devienne inconscient chez l'architecte. Il est le décideur. Le déroulé d'une maîtrise d'œuvre. Donc c'est complexe parce que c'est vaste, ça touche à beaucoup de domaines différents. La maîtrise d'œuvre est un exercice
très périlleux de professionnels. On doit veiller à tout, pas seulement au bon déroulement de la technique du chantier, mais on doit vérifier l'avancement des travaux, on doit vérifier le respect des budgets annoncés, on doit vérifier l'éclairage juridique de tout acte. Tout acte. Un marché de travaux est un contrat. Ce contrat doit être parfait dans la forme. Un mail nous engage. Un compte-rendu de réunion de chantier nous engage. Tout cela peut avoir des conséquences lourdes. Donc, il faut maîtriser cela. Il y a des choses à savoir, absolument. Chronologiquement, nous devons vérifier le droit à construire du client. Pour cela, lire l'acte de propriété. Il peut y avoir des contraintes, des servitudes dont le client n'a pas bien conscience, ou qu'il ignorait d'ailleurs. J'ai rencontré le cas. Il faut que nous puissions les détecter. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu un permis de construire que notre client a le droit de construire. C'est pas si évident. En fait, un permis de construire, c'est une non-interdiction de construire. Le maire dit à travers un permis de construire, je ne vous interdis pas de construire. Moi, si vous construisez, je ne m'y oppose pas. Maintenant, si c'est illégal, vous prenez vos responsabilités, vous en subirez les conséquences. Les mitoyennetés, très délicat, parce qu'on n'a aucune prise sur un voisin. Un voisin qui veut nous pourrir la vie, il le fera très facilement. Donc, il faut obtenir l'accord préalable du voisin sur le projet. On voit dans la formation comment on fait en pratique et qu'est-ce qu'il faut mentionner. Les recours. Alors, on connaît les recours, 2 mois le recours des tiers, 3 mois la possibilité de retrait administratif du permis de construire. Si un voisin est furieux que notre client construise, mais ça va me faire de l'ombre, c'est pas normal. Si ce voisin attaque, fait un recours sur le permis de construire auprès de la mairie, que doit-on faire? Évidemment, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas bouger, ne rien faire. Bien évidemment, le recours pour une raison de droit privé va tomber et sera nul et non avenu, ne sera pas recevable parce que le recours de 2 mois ne concerne que le droit public. Ça m'est arrivé quelquefois. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le mécanisme du droit. C'est un mécanisme simple dans son fonctionnement, complexe à maîtriser, mais simple dans son fonctionnement. Il ne tient pas compte de la morale, il ne tient pas compte de la vérité, du moins de la vérité qui n'est pas prouvée, qui n'est pas établie. Moi, j'ai eu un juge, et ça a été une leçon très profitable, j'étais jeune architecte, et qui m'a dit, Monsieur Espagnol, je voudrais bien vous croire, et devant tout le monde, il a dit, et même je vous crois, mais je n'en tiendrai pas compte, parce que vos preuves ne sont pas recevables. Et donc, je perds mon procès. C'était heureusement un petit procès, mais la leçon m'a coûté un peu cher, mais je m'en suis souvenu toute ma vie. Dans le droit, dans le droit français, c'est simple. On est dans les clous, on n'est pas dans les clous. Il y a des lois qui s'imposent à tous. Par exemple, nous avons l'obligation d'avoir une assurance décennale, évidemment. Et puis, il y a des engagements que l'on prend. Ces engagements ont force de loi. Les juristes disent le contrat fait la loi des parties. L'architecte a pris des engagements. Est-ce qu'ils sont tenus? Oui, non. C'est tout. Voilà. Et donc, il faut être dans les clous. Ça veut dire, par exemple, attention aux engagements que vous prenez sans vous en rendre compte. Si vous écrivez je dirige le chantier, diriger, ça a un sens en français. Ça veut dire qu'on est le directeur. Le directeur implique qu'il y a une relation de hiérarchie entre le directeur et ses employés. C'est subordonné en l'occurrence, c'est subordonné. Or, les artisans ne sont pas mes subordonnés, ne sont pas mes employés. Je n'ai même pas de contrat avec eux. Donc, je ne suis pas le directeur du chantier. J'assure des suivis de chantier, pas la direction. Et le droit ne tient pas toujours compte de la vérité probable. Par exemple, j'ai lu des jurisprudences d'architectes sans contrat. Donc, leur mission a été retoquée par le juge, bien qu'elle était au départ uniquement un permis de construire.
fait pour un cousin à 500 km. Elle a été requalifiée en mission complète. Bien entendu, le juge sait pertinemment que l'architecte ne va pas suivre un chantier à 500 km. Il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas dans les clous, puisqu'il n'a pas de contrat qui ont limité sa mission. Voilà le genre d'engagement qu'on prend inconsciemment, et après on se retrouve condamné sans avoir vu l'accident arriver. Donc tout ça, il faut être prévenu à l'avance. Faut connaître tous ces risques, toutes ces épées de Damoclès qu'on a sur la tête, de manière à pouvoir les anticiper. Quand on conduit, si on sait que dans ce tournant un peu sec sur cette route étroite, je risque d'avoir un gros camion en face, si j'y pense, je vais anticiper. Si j'y pense pas, si pour moi je suis inconscient du danger, le jour où j'ai le camion, je risque de le prendre en pleine figure. Troisième problème, du moins troisième préoccupation qui se transforme souvent en problème, ce sont les relations avec les artisans. Si l'on veut s'en sortir sur le marché des clients néophytes, il nous faut une équipe d'artisans. C'est incontournable. Il nous faut cette équipe. Des gens que l'on connaît, des gens de qualité, on connaît leurs qualités. Ils ont sûrement des défauts comme tout le monde, mais on les connaît, ces défauts. Donc on peut anticiper, on peut en tenir compte. En outre, ça va être des gens sur qui on peut compter. Ils peuvent compter sur moi, moi je peux compter sur eux, dans le strict respect de l'intérêt du client, bien évidemment, qui est toujours au premier plan. Ça, c'est dans notre déontologie. Ils comptent aussi les uns sur les autres, ils forment une équipe. Si un plombier fait un trou dans un placo pour passer quelque chose, c'est pas la fin du monde, c'est pas la catastrophe. Le plombier, le plaquiste se connaît bien. Dit, je dois faire un trou là, est-ce que tu peux le reboucher? Oui, oui, d'accord, entendu, je ferai ça. Voilà. Sinon, ça va être toute une histoire. D'abord, téléphone à l'architecte avec cri rouge pétance. J'ai connu ça la semaine dernière sur un chantier dont je ne maîtrise pas tous les artisans. Et voilà, eh bien, ça a été la première fois qu'on travaillait ensemble avec cet artisan. Il est jamais content, c'est toujours la faute des autres, il n'y a aucune ambiance d'équipe. Or, le bâtiment, c'est on fabrique en équipe un seul objet au final. Et donc, évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence et une symbiose. Tout le monde participe à la même chose. On est tous dans le même bateau et on rame tous dans le même sens, si possible. Sinon, le pauvre architecte au gouvernail, il va avoir beaucoup de mal. Donc, il y a des méthodes pour constituer une équipe, pour trier les meilleurs artisans, ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix si on veut aussi être compétitif dans les prix. On voit dans la formation comment on joue sur les affinités, comment on constitue des équipes dans lesquelles il faut qu'il y ait des affinités entre les artisans. On a tout à y gagner, le client aussi et tout le monde, mais l'architecte peut être en premier. Des chantiers qui se passent bien, qui ne soient pas chronophages, qui ne soient pas des nids à problème à n'en plus finir, au contraire, qui soient lisses. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus agréable, beaucoup moins chronophage et beaucoup plus rémunérateur. Et avec des clients, au final, qui sont contents et donc qui diront du bien de nous. Et ensuite, il faut fidéliser ces artisans. Pour cela, il y a plusieurs façons de le faire, concomitantes. Il faut en fait, et c'est évident, que l'artisan trouve son compte, trouve son avantage à travailler pour nous. Exemple d'avantage, on lui fait un estimatif détaillé comme un devis qu'il n'a plus qu'à reprendre s'il le veut. Il peut modifier quelques prix, mais au final, la somme totale est déterminée. Quel temps gagner pour lui? Il va énormément apprécier ça. Et nous aussi, d'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup parce que comme ça, je n'ai plus d'appels d'offres infructueux, je n'ai plus des comparatifs de devis à n'en plus finir, je gagne un temps fou. Je prends une demi-journée, au début on prend une journée, puis après on prend une demi-journée, on chiffre et c'est terminé jusqu'à la levée des réserves. On va infiniment plus vite. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut faire, je ne peux pas tout détailler ici, d'autant plus qu'on m'a recommandé de faire des vidéos courtes, alors je vais essayer de faire moins d'un quart d'heure. Il y a d'autres façons qu'on voit dans la formation pour fidéliser les artisans, de manière à avoir des équipes solides. Ensuite, quand on rédige ce contrat que sont les marchés de travaux, il y a des pièges. Souvent, nous nous contentons de l'assurance en garantie décennale.
Il faut vraiment bien maîtriser les assurances. C'est très important. Quelle est la différence entre une garantie et une assurance? Il y a les garanties obligatoires, année de parfait achèvement, biennale, décennale. Quelles sont celles qui sont assurables? Quelles sont celles qui concernent l'architecte? Quelles sont celles dont l'assurance est obligatoire? Mais ce n'est pas tout. Il y a les responsabilités chefs d'entreprise vis-à-vis des tiers. Les tiers, ce n'est pas que les voisins. Les tiers, par exemple, dans une rénovation ou un bâtiment existant, c'est le bâtiment existant. C'est un ouvrage tiers par rapport aux travaux à réaliser. Donc, on détaille tout ça pour que l'architecte soit parfaitement à l'aise dans cette navigation de toutes les garanties et de toutes les assurances. Que se passe-t-il en cas de défaillance d'entreprise? L'architecte, évidemment, doit agir, bien entendu. Que faut-il prévoir dans le marché de travaux, en l'occurrence le CCAP, et comment rédiger les actes? L'architecte fait des actes juridiques. Comment les rédiger? Il y a une façon de faire, une façon juridique pour rédiger des actes valables. Et plein d'autres points. Quelles sont les obligations légales en cas de sous-traitance? En cas de sous-traitance d'un artisan avec un sous-traitant. Nous n'avons pas le droit de ne pas nous en occuper. Ça serait une faute professionnelle qui peut nous coûter cher, surtout si le sous-traitant n'est pas payé. Assurer la gestion comptable du chantier. Là aussi, comme partout, il y a des pièges, il y a des choses trappes à éviter. Gérer les acomptes, gérer les retenues, gérer les provisions pour retard. Quelle est notre latitude d'intervention? Qu'a-t-on le droit de faire, pas le droit de faire? Idem pour la gestion du planning. Quand et comment appliquer les pénalités de retard, sachant que très souvent, hélas, quand un artisan a des pénalités de retard qui sont appliquées, en général, on perd l'artisan, l'architecte perd l'artisan, parce que non seulement il n'est pas content parce qu'il ne touche pas son argent, mais en plus il est vexé. C'est une punition. C'est vécu comme une punition. Et donc, il ne l'admet pas. Toute cette psychologie avec les artisans. Il ne faut pas se positionner comme un patron avec des employés, mais il faut demander des comptes, poser des questions, responsabiliser les artisans. Pour ça, il y a des méthodes, il y a des phrases employées, des attitudes en période courante, en cas de problème. Comment obtient-on le meilleur des artisans en les mettant face à leurs responsabilités? Et enfin, l'acte le plus important, me semble-t-il, de toute la maîtrise d'œuvre, c'est la réception des travaux. La réception des travaux, ce n'est pas uniquement une liste de réserves, ça va bien au-delà. Les intervenants ont pris, y compris l'architecte d'ailleurs, ont pris des engagements dans leur contrat et on va vérifier à la réception si ces engagements sont tenus ou pas. Et comme c'est le dernier acte, c'est le plus important, c'est notre dernière chance de pouvoir effacer, arranger ce qu'on aurait laissé traîner derrière nous au niveau juridique. Il ne faut pas oublier qu'en droit, l'acte le plus récent prime sur les actes antérieurs, bien entendu. Par exemple, on marque une reprise à faire sur un chantier, dans un compte-rendu de chantier, on l'oublie à la réception, nous sommes censés avoir effacé, accepté la malfaçon, que le client, bien entendu, est en droit de nous reprocher. Alors, je m'attache dans mes formations à ne pas simplement donner un savoir théorique. Ça c'est pas intérêt de faire une formation pour ça, auquel cas j'écris un bouquin et vous l'achetez et on n'en parle plus. Non, non, c'est bien évidemment la pratique, le partage d'expérience et la pratique. Donc, tout au long de la formation, on met en pratique, on fait des exercices pour se confronter à la réalité. On n'apprend pas à monter à vélo sur un tableau noir avec des croquis. On apprend en montant en selle et en avant, et jusqu'à ce qu'on maîtrise. Voilà, ça c'est l'objectif d'une formation. Ça sert à ça, une formation. Ce n'est pas un cours théorique, bien entendu. Et enfin, je terminerai sur une dernière notion. Celui qui dit le droit, voilà ce qu'il faut faire. La loi, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut procéder et pas autrement. Il a naturellement l'autorité de l'opération. Naturellement, ça le place à la tête. Donc, c'est surtout, surtout pas un pouvoir qu'on doit abandonner à d'autres. Surtout pas. Il faut maîtriser le droit pour qu'on puisse rester à notre place de maître d'œuvre. La prochaine formation suivra celle-là. Elle concernera tout ce qui fâche, enfin tout ce qui fâche.
les résiliations du contrat d'architecte, les déclarations de sinistre et les contentieux, voire les contentieux judiciaires, c'est-à-dire comment gagne-t-on son procès. Donc, je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 3 et je serai ravi de vous voir à une de mes formations ou à plusieurs, bien entendu.